Bien, bonjour à tous. Donc Alexandre Bello, je suis rhumatopédiatre à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants à Lyon et je vais vous présenter aujourd'hui en deux parties un intitulé « Comment explorer les maladies inflammatoires pédiatriques ». Ici correspond une slide sur mes conflits d'intérêts. Donc ici, c'est le plan que l'on va suivre. Je vais vous donner quelques éléments d'introduction. Donc la réflexion et tout l'objet de la présentation, c'est de brosser en quelques diapos les différents examens particuliers qu'on peut faire en pédiatrie et qui peuvent nous aider à déterminer un diagnostic précis. Donc en premier lieu, eh bien, on trouve ce qu'on cherche. Et donc ça, c'est une illustration des éléments majeurs dans notre pratique clinique, c'est qu'il faut se poser des bonnes questions et trouver les bons examens pour arriver à un diagnostic. Et que parfois on a des idées, mais on ne sait pas comment avancer sur tel ou tel sujet au niveau des explorations biologiques. Néanmoins, il y a une explosion actuelle des possibilités d'explorer un patient, et il faut essayer de le faire à bon escient pour éviter les examens inutiles et aller plus rapidement à ceux qui vont nous permettre d'avancer sur le diagnostic. Donc quand on parle de maladies dysimmunitaires pédiatriques, eh bien ici est brossé un peu les points cardinaux que l'on retrouve dans ces maladies du système immunitaire. Sur la gauche de cette table, vous voyez les défauts de la réponse immunitaire qui correspondent à ce que l'on entend habituellement par la définition de déficit immunitaire. Ce sont des patients qui présentent des infections récurrentes avec des infections ORL, des pneumopathies, des infections opportunistes à des germes particuliers ou invasives qui vont causer des septicémies, des méningites. Un enfant qui va à l'hôpital, qui va être hospitalisé pour une infection, ce n'est pas commun. Et donc, ça nous oriente sur cette partie d'éléments à explorer. Le cancer, c'est peut-être moins évident, mais néanmoins, on a de plus en plus de démonstrations qu'un cancer est un élément de défaut de la réponse immunitaire. C'est d'ailleurs toute la base des immunothérapies actuelles qui réarment le système immunitaire pour se débarrasser des tumeurs. Et c'est volontiers lorsqu'ils sont EBV induits, pour les hémopathies, que l'on peut évoquer une fragilité du système immunitaire de ce côté-là. Alors, dans notre filière des maladies auto-immunes, auto-inflammatoires rares, bien, le gros des symptômes que l'on retrouve, ce sont ceux des maladies auto-inflammatoires ou auto-immunes. Et là, ça couvre un champ important de maladies différentes. Et on a aussi des excès de réponse qui peuvent survenir sur des antigènes de l'environnement et des manifestations allergiques. Donc, pourquoi présenter l'ensemble de ces grandes situations? Bien, parce qu'elles peuvent être combinées. Et que même si on s'occupe de cette partie-là, essentiellement, des maladies auto-inflammatoires et auto-immunes, eh bien, il peut exister une autre composante dans les autres cadrans de cette table qui nous aideront à préciser le mécanisme moléculaire responsable de la maladie. Alors, en infectiologie ou pour les déficits immunitaires prédisposant à des infections, eh bien, les infections récurrentes. Ici, vous avez des petites vignettes qui rappellent qu'est-ce qu'on appelle la récurrence. C'est 2 sinusites par an, 2 pneumonies par an, 2 infections sévères, 4 otites par an. Ça, ce sont des éléments qui doivent nous alerter. Les infections opportunistes, qui sont des infections liées à des agents infectieux qui sont normalement dans l'environnement et qui ne causent pas de maladie chez le sujet immunocompétent. Des infections invasives, ce sont des infections qui vont conduire à une hospitalisation volontiers ou des abcès profonds qui persistent avec des nécessités d'antibiothérapie prolongée. Donc toutes ces situations et la survenue d'antécédents familiaux vont nous orienter vers la possibilité d'un déficit immunitaire primitif. Donc en ce qui concerne les manifestations de cancer ou syndrome tumoral, là aussi, lorsqu'il y a des formes familiales ou lorsque le début est précoce, il faut évoquer une maladie dysimmunitaire complexe qui peut associer des manifestations inflammatoires. Volontiers lorsque l'EBV est associé à ces manifestations. Pour ce qui est de nos maladies inflammatoires, eh bien, on a en pédiatrie le champ des vascularites, le champ des maladies auto-inflammatoires et auto-immunes, et puis un grand volet de maladies inflammatoires, ce sont les arthrites juvéniles idiopathiques. C'est d'ailleurs la majorité des maladies inflammatoires que l'on voit en pratique clinique. Alors, face à ces situations, on en a certaines qui nous posent question et on essaye de les classer sur des critères aussi physiopathologiques. Sur cette figure, vous voyez l'ambiance immunitaire de deux grands cadres de maladies inflammatoires, les maladies IL1 médiées et les maladies médiées par l'interféron, avec la description de leurs manifestations cliniques biologiques et
et la conséquence sur les traitements que l'on choisirait plus volontiers. Au niveau clinique, bien, pour ce qui est neurologique, vous voyez que dans les maladies à IL1, on a plutôt des méningites à polynucléaire neutrophile, des inflammations arachnoïdiennes, cochléaires à l'IRM. L'interféron, ce sont des méningites lymphocytaires. Les atteintes cutanées, on a plutôt urticaire d'un côté, ce sont les engelures classiques des interféronopathies. L'atteinte de l'appareil locomoteur, d'un côté, ce sont des ostéomyélites aseptiques, de l'autre côté, ce sont des atteintes musculaires. Pour l'atteinte ophtalmologique, le glaucome est assez évocateur d'interféron, alors que de l'autre côté, ce sont des conjonctivites inflammatoires. En ce qui concerne les paramètres biologiques, on aura également, dans le cadre des manifestations IL1 médiées, des syndromes inflammatoires importants et élevés, alors qu'à l'inverse, pour l'interféron, eh bien, le syndrome inflammatoire est souvent modeste et s'accompagne d'une lymphopénie, éventuellement d'auto-anticorps de type anticorps antinucléaire. Ces éléments descriptifs nous orientent vers un type d'exploration, un type de gène, et puis aussi vers un type de traitement. Donc toutes ces entités-là sont à prendre en compte lorsqu'on va réfléchir aux différentes explorations du système immunitaire que l'on veut conduire. Enfin, l'allergie est aussi un excès de réponse aux agents de l'environnement et peut témoigner d'un déficit par excès de la réponse immunitaire. Donc de manière générale, les choses qui vont nous faire explorer plus avant le système immunitaire d'un enfant, c'est lorsque la maladie a un début précoce, une atteinte syndromique, une atteinte particulièrement sévère, les formes familiales, et puis cette combinaison de signes immunitaires que l'on a vu dans ce cadran des symptômes. Dans ces cas-là, il faut faire des explorations. Alors, quand on parle de pédiatrie, on pense tout de suite aux examens génétiques. Et à juste titre, parce que lorsqu'une maladie inflammatoire commence tôt dans la vie, eh bien, il existe des vraies formes mendéliennes d'inflammation et il faut pouvoir les détecter. Comment on explore les gènes? Les gènes, eh bien, nous sommes tous porteurs de 20 000 gènes. L'exome, c'est une portion de notre génome. Ça correspond à l'ensemble des portions codantes de notre ADN qui codent pour des protéines. Ça représente seulement 1% de notre génome. Et le génome, c'est la totalité de nos acides nucléiques qui nous composent. On oppose souvent, quand on réfléchit à la génétique mendélienne, héréditaire, qui correspond aux arbres génétiques que vous avez l'habitude de faire, des analyses de GWAS, où on identifie des facteurs de risque génétiques qui sont volontiers des polymorphismes, qui sont fréquents, plus que 5% dans la population générale, et pour lesquels le risque est modeste ou faible pour le porteur de ces variants. Ce qu'il faut essayer d'identifier lorsque vous réalisez un arbre génétique, eh bien, c'est de témoigner s'il peut s'agir d'une atteinte dominante ou d'une atteinte récessive, éventuellement liée à l'X. Dans un tutoriel réalisé par ma collègue, le professeur Sophie Georgin-Lavial, vous pouvez avoir un rappel sur les manières de construire un arbre génétique. Et cet arbre génétique est extrêmement précieux déjà pour orienter les analyses génétiques que vous allez conduire. Alors ensuite, ça devient plus technique. Comment on explore les gènes avec les outils disponibles? Donc il y a deux grandes possibilités, une nouvelle et une plus ancienne. La première, c'est le séquençage Sanger. Et ce séquençage Sanger ou Sanger, eh bien, correspond à l'amplification de brins d'ADN en utilisant des bases nucléotidiques qui sont marquées et qui vont permettre, grâce à leur amplification, de déterminer la chaîne continue entre deux primers d'acides nucléiques. Pour réaliser ce séquençage, eh bien, il faut se rendre compte que c'est beaucoup de manipulations manuelles. C'est la réalisation d'une analyse exon par exon. Vous savez qu'un gène est composé d'un tronc d'exons. Eh bien, il faut réaliser ces analyses une par une, si bien que c'est une difficulté technique. Pour les grands gènes qui comportent plusieurs dizaines d'exons, eh bien, nous avions des grandes difficultés pour les explorer. C'est le cas du gène du collagène, par exemple, où dans les formes d'ostéogenèse imparfaite, habituellement, on ne faisait pas l'analyse génétique, car le gène étant trop grand, il était trop complexe de l'analyser par cette technique de séquençage. Un autre élément important et une limite de cette technique, c'est que l'on peut difficilement mettre en évidence des mutations somatiques, des mutations qui sont survenues après la cellule œuf et qui correspondent à seulement une fraction des cellules de l'organisme qui sont mutées. Ça prend du temps, mais néanmoins c'est bon marché. Et la plupart des laboratoires de génétique proposent encore ce type d'analyse par Sanger. Une des révolutions génétiques que l'on connaît actuellement, eh bien, c'est ce qu'on appelle le Next Generation Sequencing. Ce sont des nouvelles approches de génétique qui
cette fois-ci, permettent d'avoir beaucoup plus de données et d'explorer des plus grandes quantités de gènes. Elle repose d'un point de vue technique sur la fragmentation de l'ADN qui va être ensuite marquée avec des sondes de chaque côté permettant d'identifier un batch particulier, un segment particulier, et avec différentes stratégies d'amplification, on va amplifier le génome de manière extrêmement importante, avec plusieurs possibilités. Donc ces techniques de NGS, elles peuvent s'appliquer à ce qu'on appelle des panels. Et au sein de notre filière, eh bien, plusieurs laboratoires de génétique proposent des panels pour des déficits immunitaires primitifs, pour des maladies auto-inflammatoires, pour des manifestations inflammatoires du tube digestif. Vous avez l'ensemble de la liste dans l'annuaire de la filière. Ces panels donc, permettent de détecter une mutation sur l'ensemble des exons de certains gènes donnés, dont vous avez la liste. L'exome complet, cette fois-ci, on va s'intéresser à ces 1% du génome qui codent pour des protéines. Cet examen est essentiellement fait dans le cadre d'activités de recherche à l'heure actuelle. Et puis le génome complet, eh bien, on peut également réaliser un séquençage de l'ensemble du génome, de toutes les bases nucléotidiques qui constituent une cellule. Et pour ce faire, il faut déposer une demande auprès du programme France Génomique et des RCP de la filière, puisque nous avons accès à cette possibilité de diagnostic pour des patients qui sont en échec d'analyse génétique et pour lesquels on est convaincu qu'il y a une forme génétique sous-jacente. Alors, à travers cet exposé et pour vous présenter les données de NGS, je voudrais couvrir deux éléments importants pour l'analyse. C'est celui de la couverture et de la profondeur d'une analyse génétique. Ici est représenté un segment d'ADN, disons un gène, qui est encadré par cette flèche violette. Eh bien, la couverture, elle correspond à l'ensemble de la zone qui va être séquencée et dont on pourra lire les résultats. Elle est importante parce que la couverture, on l'espère à 100% pour tel ou tel exon. Mais il arrive que la technique ne permette pas d'avoir la totalité du gène qui soit séquencé. La profondeur, elle correspond au nombre de fois où une base nucléotidique va être lue au sein de cette amplification. Ici, vous avez plusieurs exemples. La profondeur de cette première barre rouge correspond à 10 lectures, c'est-à-dire que la même base nucléotidique va être lue au moins 10 fois. Ici, on a une couverture de 3, une couverture de 2, et on peut aussi avoir des couvertures de 0 lorsque aucune des bases n'a été, la base en question n'a jamais été lue. Et cette profondeur, elle est assez importante à comprendre parce que de cette profondeur dépend notre capacité d'explorer certaines situations génétiques. Lorsqu'on parle de mutations somatiques, c'est-à-dire de mutations qui correspondent à seulement un sous-type de cellules circulantes éventuellement, eh bien, seule une profondeur satisfaisante, importante, de l'ordre de 5000x, 5000 fois, nous permettra de détecter de manière robuste une mutation somatique dans le sang périphérique. Quand on a 5000 lectures de l'ensemble de notre panel, par exemple, eh bien, si l'on trouve 5 ou 10% de l'ensemble de ces lectures qui correspondent à un variant particulier, on aura de fortes probabilités d'avoir identifié une forme de mutation somatique. Lorsque la profondeur est très faible, en revanche, on est incapable de détecter ces mutations somatiques. Donc vous voyez qu'à travers les mêmes examens génétiques, en fonction d'éléments techniques, on ne répondra pas de la même manière à toutes les questions. Et pour les mutations somatiques, on sait qu'il y a un avantage au panel, parce que si le panel couvre seulement un certain nombre de gènes, souvent, la profondeur est importante. Pour ce qui est de l'exome sequencing, il donne un avantage à la fois à la possibilité de détecter des délétions, mais aussi il propose une meilleure couverture exonique, donc des portions codantes, même si ça s'appelle Whole Genome Sequencing. Et donc c'est la stratégie idéale pour ces deux anomalies, deux éléments que l'on veut explorer. Et puis l'exome sequencing, c'est finalement un compromis entre ces deux situations techniques. Donc chacun d'entre nous, si on réalise notre exome, eh bien on obtient une table Excel correspondant à peu près à celle-ci, dans laquelle vous avez, pour un même individu, 15 000 variants exoniques, 300 à 400 variants qui ne sont pas connus des bases de données publiques, qui nous servent de référence. Et parmi celles-ci, on en a au moins une centaine qui sont prédites in silico pathogéniques. Donc, on est tous porteurs de mutations et d'anomalies génétiques qui, nécessairement, impactent la fonction de nos protéines. Pour ce qui est de l'analyse du génome complet, eh bien, il y a désormais la possibilité, au sein de la filière,
d'explorer les patients en impasse diagnostique en utilisant le plan France Médecine Génomique. Vous retrouverez plus d'informations sur le tutoriel dédié et sur le site de la filière. Donc bonjour, Alexandre Bello, je suis rhumatopédiatre à Lyon. Nous poursuivons l'exposé sur les explorations des maladies inflammatoires pédiatriques à travers la deuxième partie. Nous avons vu dans un premier temps les éléments cliniques et génétiques qui nous orientent sur les différents examens à réaliser, en comprenant les écueils et l'intérêt de chacune des techniques. Et là, on va parler de tests immunologiques. Alors, parmi les tests immunologiques, il y en a un très en vogue, pour lequel il y a déjà eu des présentations par le passé, qui est celui de la signature interféron. L'interféron, c'est une cytokine, et comme nombreuses de nos cytokines circulantes, elles sont difficilement identifiables dans le sang circulant. Il en existe de trop faibles quantités pour qu'elles soient détectées facilement. Donc, un essai biologique, qui est une technique pour mesurer de manière indirecte cette signature, cette présence d'interféron a été mise en place. Il s'agit de la signature interféron. Elle correspond en fait à l'induction des gènes sous l'effet de l'interféron. Ce programme transcriptomique, qui comporte plus de 200 gènes, eh bien, a fait l'objet d'études, et 6 gènes semblent assez représentatifs de cette signature interféron, cette induction de l'effet de l'interféron sur les cellules. Et ce score-là a été testé dans pas mal de nos maladies à début pédiatrique, au premier rang desquelles les interféronopathies, qui sont associées à une expression augmentée de ces ISG, Interferon Stimulated Genes. Ici, vous avez l'ensemble des patients sur la gauche correspondant à un syndrome d'Aicardi-Gouttière démontré génétiquement, et on voit la signature qui est extrêmement élevée pour l'ensemble d'entre eux par rapport au contrôle. Cette signature interféron, elle est utile chez ces patients qui habituellement n'ont pas de syndrome inflammatoire. Leur CRP, VS est tout à fait normal. En revanche, la signature va démasquer cette forte inflammation interféron médiée. Si l'on regarde de manière plus précise cette signature au sein des différents génotypes, eh bien, on peut remarquer que quasiment pour l'ensemble des gènes d'Aicardi-Gouttière, on a une augmentation très nette avec très peu de faux négatifs, exception faite d'un gène, RNase-H2C, qui peut comporter certains patients avec une signature négative qui vont néanmoins avoir des mutations dans ce gène. Cela pour dire que s'il existe une forte suspicion clinique avec l'ensemble des éléments compatibles avec un Aicardi-Gouttière et malgré tout une signature négative, on peut être amené à faire le séquençage dans ces situations particulières. Ça doit faire l'objet de discussions avec le généticien parce qu'il est possible que certains Aicardi-Gouttière demeurent avec une signature négative. Mais la vaste majorité des cas, elle est positive. Alors, il y a le syndrome d'Aicardi-Gouttière, il y a d'autres maladies inflammatoires dans notre filière qui sont présentées ici. Celles qui ne sont pas génétiques drivées, comme le lupus ou certains lupus, la dermatomyosite, les connectivites mixtes, eh bien, présentent elles aussi, en période de poussée, une signature interféron positive. Et là aussi, l'intérêt, c'est peut-être d'avoir un marqueur biologique pour certaines maladies qui ne sont pas nécessairement très inflammatoires, avec des valeurs de VS ou CRP qui sont tout à fait normales, alors qu'en poussée, ces patients présenteront des signatures très élevées. Elles n'ont d'intérêt pour ces maladies plus communes, que sont le lupus ou la dermatomyosite de l'enfant, dermatomyosite juvénile, que lorsqu'on est dans des situations de diagnostic différentiel, à hésiter à poser le diagnostic de connectivite, et une signature positive peut alimenter le diagnostic de ces situations. Ici, vous avez un exemple de tétrasomie 9P avec 2 patients qui ont une signature également très élevée. En zone 9P du chromosome 9, il existe le gène de l'interféron alpha. Et donc sa triplication ou quadriplication donne des manifestations neurologiques dont on ne sait pas si elles sont dépendantes de l'interféron, mais donne aussi des engelures et des manifestations de myosite inflammatoire, de lupus induit. Et donc ces patients ont également une forte signature positive. Ici, ce sont des patients avec mutation sur les gènes de Savy ou Aicardi-Gouttière, très fortement positifs. Vous voyez que pour d'autres maladies plus complexes, peut-être plus hétérogènes, comme les arthrites juvéniles, il existe un panaché de cette signature, essentiellement négative, mais pour certains d'entre eux, qui peuvent être également positifs. Et peut-être qu'à l'avenir, ça nous servira à décider de groupes de patients à traiter avec des thérapeutiques différentes. Ici, c'est les contrôles sains qui sont tous négatifs.
Alors, la signature, c'est un dosage indirect de l'interféron, mais il existe maintenant des développements pour mesurer directement la protéine. C'est le cas du dosage protéique par Simoa. C'est une technologie qui s'inspire de l'ELISA. Alors peut-être que l'ELISA vous dit quelque chose. L'ELISA, habituellement, eh bien, c'est un anticorps de capture qui va permettre de prendre en sandwich une molécule que l'on veut doser avec un autre anticorps de détection couplé à un fluorochrome ou que l'on couple à un élément de détection complémentaire qui permet de doser de manière précise en utilisant une gamme une molécule cytokine en particulier. Le problème de nos cytokines dans le plasma, c'est que l'essentiel d'entre elles ne sont pas mesurables à des doses des nanogrammes par millilitre que l'on peut avoir avec des ELISA. Donc cette technique de Simoa, c'est ni plus ni moins qu'une sorte d'ELISA améliorée, mais au lieu d'utiliser des plaques à fond plat, on utilise des billes en suspension qui sont coatées avec ces anticorps de capture qui augmentent la capacité d'interaction avec des molécules isolées en très faible quantité. En utilisant cette stratégie, ensuite, ces billes sont remises dans des puits et il existe une lecture des puits qui vont se colorer, témoignant de la capture par ces billes d'une molécule donnée. On arrive à baisser le niveau de détection de l'ordre du femtogramme par millilitre. On a gagné un logarithme par rapport aux techniques d'ELISA standard. Ça nous permet de doser l'interféron alpha. L'interféron alpha par Simoa, actuellement, il n'est pas encore disponible en routine. Il le sera peut-être dans les années prochaines, à l'inverse de la signature qui est désormais déjà disponible, au moins à Lyon, et d'autres centres sont actuellement en train de le mettre en place, notamment Lille, Bordeaux, vraisemblablement Paris. Donc ici, vous voyez les dosages d'interféron alpha qui sont tout à fait identiques à ceux qu'on peut retrouver sur la signature transcriptomique. Il y a une bonne corrélation de ces éléments. Et cette fois-ci, on dose la protéine elle-même. Il n'y a pas besoin de cellules pour faire cette analyse. Récemment, l'équipe de Zahir Amoura, alors ce n'est pas le lupus de l'enfant, c'est le lupus de l'adulte, mais en utilisant cette mesure, ont démontré que l'interféron alpha mesuré par cette stratégie était un meilleur biomarqueur pour déterminer l'activité de la maladie, par exemple, que le phare. Donc il est vraisemblable que ces techniques viennent de plus en plus au premier plan dans les explorations du système immunitaire lorsqu'on suspecte une maladie inflammatoire à début précoce. Les autres examens sont similaires à ceux que l'on fait chez l'adulte. Ce sont les auto-anticorps de tout type, les DOT qui permettent de faire des combinaisons d'anticorps dans un champ d'immuno particulier en fonction du contexte clinique, le complément, et le complément en particulier chez l'enfant, il faut exiger le CH50. On s'est rendu compte, en particulier dans le lupus à début pédiatrique, que nombre d'entre eux sont liés à un déficit d'effraction du complément. Et paradoxalement, ces patients ont volontiers un C3 et un C4 normal. Donc on ne peut pas conclure à l'absence d'anomalie de la voie classique du complément sur les seules explorations du C3, C4 et il faut faire des demandes de CH50 pour tous les patients suspects de lupus chez l'enfant. Le dosage pondéral des immunoglobulines, pour les raisons qu'on a exposées dans la présentation clinique, c'est qu'on peut avoir un mélange de déficit ou d'excès d'immunoglobulines, de déficit d'immunoglobulines et de fragilité infectieuse, d'excès d'immunoglobulines et de syndrome hyper-IgM, hyper-IgE, qui en fonction de l'isotype va nous orienter vers un type de maladie particulier. Alors, les immunoglobulines chez l'enfant, il y a quelques astuces. C'est que lorsqu'on mesure les immunoglobulines précocement dans la vie, eh bien, ce sont celles de la mère que l'on mesure. Vous savez qu'il existe un passage transplacentaire des immunoglobulines maternelles, et celles-ci vont décroître à mesure de leur demi-vie pour être au plus bas autour de 6 mois de vie. Ensuite, de cette période-là, et les valeurs sont assez importantes parce que vous voyez qu'elles fluctuent et que les valeurs négatives ou les valeurs limites fluctuent également, et bien à partir de 6 mois, les immunoglobulines vont monter progressivement jusqu'à l'âge de 6 ans, et peut-être c'est un moyen facile de se souvenir, à 6 ans, la limite inférieure que l'on gardera jusqu'à l'âge adulte est de l'ordre de 6 grammes par litre. Donc à l'âge de 6 ans, on doit avoir atteint la barre inférieure de 6 grammes par litre d'immunoglobulines totale. On peut explorer également donc, les sous-classes, IgG, A, M, E, pour essayer de démasquer des déficits immunitaires comme invariables. Les anticorps vaccinaux sont aussi des éléments importants. Lorsqu'on dose un anticorps vaccinal, c'est déjà un test fonctionnel. On teste si le lymphocyte B a été en capacité de se différencier en plasmocytes et de fabriquer des anticorps qui sont spécifiques d'un antigène donné, l'antigène vaccinal. Donc
en explorant l'anticorps vaccinal, c'est la voie terminale d'exploration du lymphocyte B. On peut également réaliser des explorations cellulaires. Les explorations cellulaires, eh bien, c'est volontiers l'immunophénotypage. On utilise pour la cytométrie de flux des marquages membranaires qui permettent de déterminer les différentes sous-populations du système immunitaire. Alors l'immunophénotypage classique, que tout le monde connaît parce qu'il vient du monde de HIV, c'est l'immunophénotypage T, CD4, CD8, B, NK. Ce sont habituellement des données générales de répartition des populations. Si il est volontiers fait, fréquemment rendu normal, il ne suffit pas à dire que le système immunitaire est normal. Il s'agit d'une photographie et il faut savoir qu'on regarde uniquement ces sous-types cellulaires. Pour nos maladies inflammatoires, à début pédiatrique, certaines sous-classes de sous-types cellulaires sont aussi d'intérêt. En particulier, les lymphocytes T double négatifs. Celles-ci correspondent à des cellules lymphocytaires T qui, sur le récepteur TCR alpha-bêta, sont négatifs pour à la fois CD4 et CD8. Normalement, un lymphocyte, il est soit CD4, soit CD8. On a d'ailleurs une majorité de CD4, environ 2/3 pour 1/3 de CD8. Et lorsqu'on a une expansion de cette population de double négatif, c'est un élément évocateur d'un syndrome ALPS, une lymphoprolifération associée à l'auto-immunité, et par mutation, entre autres, de CD95, CD95 ligand. Et on l'évoque devant un syndrome lymphoprolifératif avec auto-immunité. Les sous-types de lymphocytes B aussi peuvent être utiles. On peut demander des B transitionnels et des B mémoires. Peu importe les marqueurs de membrane, mais ils peuvent témoigner d'un bloc de maturation qui nous orientera, cette fois-ci, vers un déficit immunitaire commun variable. Certains lupus, en particulier par déficit de PKC-delta, ou qui impliquent les lymphocytes B, vont être démasqués par des anomalies de distribution sur les lymphocytes B, depuis les lymphocytes B naïfs jusqu'aux lymphocytes B mémoire. Enfin, les lymphocytes T peuvent être également analysés pour leur compartiment naïf versus mémoire. L'essentiel des lymphocytes T d'un enfant sont des lymphocytes T naïfs. Et lorsqu'il y a une faible quantité de ces lymphocytes T naïfs, ils peuvent correspondre à un authentique déficit immunitaire et de défaut de maturation des lymphocytes T, qui sont d'ailleurs des déficits combinés, puisque les déficits cellulaires T associent volontiers des déficits B, et peuvent se démasquer par des manifestations inflammatoires associées à des infections répétées, éventuellement opportunistes. Comme pour les anticorps vaccinaux, on peut explorer le lymphocyte T avec des proliférations lymphocytaires. Il y a deux grands types de tests lorsque vous demandez des proliférations lymphocytaires. Il y a plusieurs noms, il y a aussi tests de transformation lymphoblastique. Eh bien, vous pouvez utiliser soit des mitogènes. Les mitogènes, ils n'ont aucune spécificité. C'est PMA, PHA. Ça va activer le lymphocyte T et démontrer s'il est capable ou non de se diviser. C'est la première étape qui est d'ailleurs nécessaire à l'interprétation de la seconde. La seconde, c'est la stimulation avec un antigène. Il faut utiliser là encore un antigène vaccinal, par exemple l'anatoxine tétanique, et on peut observer si les lymphocytes T ont une capacité à se multiplier en contact de cet antigène. Cette fois-ci, on teste la même situation que les anticorps vaccinaux, mais cette fois-ci pour les lymphocytes B. C'est un test fonctionnel qui montre que les lymphocytes T spécifiques d'antigène sont capables de montrer une réponse normale. En faisant tous ces tests-là, eh bien, vous avez une exploration très profonde du système immunitaire lymphocytaire. D'autres cellules peuvent être intéressantes dans nos maladies inflammatoires à début pédiatrique, en particulier les neutrophiles ou les phagocytes, parce qu'il existe des déficits immunitaires rares qui peuvent se manifester soit par des infections à répétition, à germes encapsulés, à champignons, mais aussi sous la forme de granulomatoses systémiques, généralisées, destructrices, éventuellement associées à des infections. Donc, dans ces situations, on peut explorer le burst oxydatif. Vous connaissez la granulomatose septique chronique, qui dans 3/4 des cas est liée à l'X, par une mutation de la 91 FOX, qui est une des sous-unités de la NADPH oxydase. Il existe aussi des défauts d'expression des intégrines qui aboutissent à des grandes hyperleucocytoses sanguines et un défaut de migration des leucocytes au sein des tissus. On peut explorer le chimiotactisme des neutrophiles. Et enfin, pour compléter ces anomalies ou ces explorations cellulaires, on peut regarder les NK, les CD8, pour explorer combien ces cellules cytotoxiques sont capables de tuer la cellule cible. Plusieurs possibilités. On fait des tests de dégranulation. Ça correspond à regarder si la cellule immunitaire est capable d'amener la vésicule jusqu'à la membrane et la synapse immunologique pour aller cibler la cellule cible.
l'expression de la perforine, parce que dans les lymphohistiocytoses, c'est la cause génétique la plus fréquente de lymphohistiocytose, et cette molécule, eh bien, on peut la marquer et l'observer dans des cellules du système immunitaire. Et enfin, il y a un test fonctionnel qui, lui, est encore plus précis, qui est le test de cytotoxicité. Mais vous avez, pour dire que les NK-CD8 fonctionnent normalement vis-à-vis de la cytotoxicité, besoin de réaliser ces 3 examens pour en être convaincu. Et c'est utile quand on a une situation de syndrome d'activation macrophagique. En conclusion, je voudrais souligner que les déficits de la réponse immunitaire ont été déjà largement explorés et sont pour l'instant ceux qu'on a le plus de facilité à identifier sur des tests fonctionnels. Les excès de la réponse immunitaire que l'on est en train de découvrir à mesure de la description des nouvelles maladies inflammatoires monogéniques eh bien, font l'objet de nouveaux tests, de mise au point de tests immunologiques. Certains sont en routine, déjà proposés pour l'ensemble des membres de la filière. Certains autres sont des examens de recherche. Mais à travers les RCP, qui peuvent impliquer des chercheurs, eh bien, vous pouvez avoir la possibilité, la proposition de tester certains de vos patients qui posent des difficultés diagnostiques sur ces tests réalisés dans les laboratoires de recherche. Ça nous permet d'explorer les différentes facettes de ces maladies et de mieux les décrire pour demain proposer des traitements plus spécifiques. De manière générale, et j'espère que c'est ce que vous retiendrez de cette présentation, c'est qu'il faut savoir ce que l'on cherche pour pouvoir déterminer le bon diagnostic. Je vous remercie.